un show au programme aujourd'hui. On va résumer ce qui s'est passé un petit peu ce week-end à l'UFC et à Bellator. Revenir sur les news qui sont tombées cette semaine et forcément les pronos sur l'UFC 284. C'est parti, générique. Donc d'abord Bellator, un bel événement, le dernier combat de Fedor, malheureusement une défaite. Tu as eu la chance d'y assister en direct, alors raconte-nous un petit peu comment c'était. Ouais, c'était top. En fait, je suis allé avec Mansour Barnaoui et son coach Aziz nous a invités, Bendy Casimir qui est mon coach et moi. Et du coup, ouais, on a fait la route. Je viens de rentrer il y a quelques heures là. Je suis encore chaud de l'événement. C'était super. On a dormi là-bas. Ils nous ont mis une chambre en plus, donc c'était vraiment nickel. Super soirée. Je suis arrivé juste quand Max Roshkov montait dans la cage, donc j'ai vu pas mal de prélims. Mais pour aller directement parler du main event, Fedor Emelianenko par contre, c'était vraiment un walkout de folie. Ah ouais. Je sais pas si tu montreras les images sur la vidéo, mais en tout cas, vraiment walkout. Il y avait une emprise dans la salle. Quand sa musique elle a commencé, tu vois, tout le monde sortait les téléphones, même moi, tu vois, tu me connais, je filme jamais vraiment quand je suis dans les événements, mais j'étais obligé. Il y avait vraiment tout le monde debout. Et quand Ryan Bader est sorti, tout le monde l'a hué, même les Américains. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu ça. Malheureusement, quand je l'ai vu rentrer dans la cage et je l'ai vu, et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est Fedor, il a 46 ans, il doit combattre Ryan Bader après. Et j'ai vu Ryan Bader sortir sur une musique country, chaud. Il n'y avait pas de tralali, pas de tralala, il est rentré direct dans la cage et j'ai dit, ah, ça va être tendu. Ça a été tendu, un peu plus long que le premier combat. On se rappelle qu'il avait été en une quinzaine de secondes, il me semble. Ouais. Donc là, c'était un peu plus long, c'était quelques minutes. Il commençait à tenir la distance. Ryan Bader qui se rapprochait assez facilement, ensuite qui a touché quoi, il l'a droppé, il l'a pris en ground and pound dans la full guard. On connaît Ryan Bader, ce qu'il fait, c'est pas un secret, il le dit d'ailleurs dans l'interview juste avant le combat, il a dit c'est pas un secret ce que je vais faire, je vais grinder, je vais lutter et je vais finir en ground and pound. Il a même dit que le KO qu'il avait mis au premier combat, il voulait même pas vraiment le mettre, il comptait lutter et faire ground and pound, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Voilà quoi, c'est dommage que ça se passe comme ça, mais au moins il allait jusqu'au bout, il a fini sa carrière. Ouais, une belle carrière, ouais. En tout cas, c'était un moment magique, moi j'étais vraiment heureux d'y être, en plus d'être avec Mansour, c'était super, un bel événement. Ensuite, il y a eu pas mal de célébrités qui sont montées dans la cage pour lui souhaiter la retraite. Il y avait Chael Sonnen, Rampage, Royce Gracie. Il y avait Chuck Liddell, ouais, Randy Couture, donc pas mal, peut-être que j'en oublie aussi quelques-uns, vraiment beaucoup de monde, et j'ai vu beaucoup de célébrités autour de la cage, on avait des tickets juste au sol, c'était top. Et voilà quoi, après il y a eu des magnifiques combats magnifiques sur la carte, notamment le co-main event, un des plus beaux combats que j'ai vu live, j'ai envie de dire, Johnny Emblen contre Tokov, le russe. Franchement, Johnny Emblen, il me fait peur. Ah ouais. Là, je me dis Pereira, Israel Adesanya, je me dis, parce qu'il a battu Gegard Mousasi quand même, par décision. Certains rounds étaient 18 contre Gegard Mousasi franchement, Gegard Mousasi, on connaît, hein, c'est plus de 50 combats pro, un des meilleurs 84 kilos du monde. Il a même battu Mark Hunt en poids lourd, on se rappelle. Donc, c'est quand même un morceau, donc je savais que ça allait être un combat de ouf quand j'ai vu le dernier combat de Johnny Emblen, et je savais que ça allait être un problème. Il a commencé en perdant le premier round et ensuite il a gagné les 5 rounds. Vraiment une machine de cardio. Après, il a insulté Colby Covington sur l'interview. Je sais pas trop pourquoi, mais ouais, pourquoi pas, ouais. S'il veut faire ça. Et ouais, donc vraiment beau. Et le premier combat de la main card, parce qu'il y avait que 3 combats sur la main card, c'était Saïd Amassa contre Brandon Ward. Brandon Ward notamment, qui était connu pour ses échéances de drogue. Il a eu des problèmes, des très gros problèmes d'addiction narcotique, etc. Il a pas combattu depuis, enfin il a combattu l'année dernière 2 fois, mais avant ça il a pas combattu pendant 3 ans il me semble. Donc ça fait vraiment plaisir. Là il s'est mis dans une position où un combat en plus et il aura un title shot. Donc c'était super. Et ouais, donc vraiment un combat de ouf. Il s'est fait toucher, ensuite il est revenu au deuxième round.
et il a fait un sale TKO. Il a commencé avec le head kick, ensuite il a descendu contre la cage au ground and pound. L'arbitre, il a vraiment laissé tomber, il a vraiment laissé le combat défiler longtemps. Et ouais, et donc ensuite Jean-Claude Van Damme qui rentre dans la cage pour lui souhaiter la victoire, ils prennent une photo et tout, c'était top. Mais ouais, donc dans l'ensemble, il y avait des belles prélims aussi. Donc malheureusement, Max Roshkov qui était revenu. Ouais. On se rappelle celui qui avait abandonné à l'UFC, ça avait été un gros sujet. Il avait 2 victoires à Cage Warrior, mais là il a combattu son combat retour contre Chris Gonzalez, qui est vraiment chaud. C'est vraiment un chien de la casse. Et je savais que ça allait être un peu compliqué pour lui. Et il s'est fait KO au deuxième round. Il était pas mal au premier round, mais un peu lent. Et c'était peut-être un niveau un peu trop au-dessus pour son âge encore. Mais il va revenir. Mais dans l'ensemble, un très bel événement. Franchement, c'était ma première fois. J'allais dans un événement Bellator et ouais, vraiment ravi. Ensuite, il y a eu l'UFC, qui se déroulait un petit peu plus tard, une heure un peu spéciale. Je crois que c'était le matin en France. À 7h du matin, ils l'ont eu. Nous, pour ici aux États, à Las Vegas, donc côte ouest, c'était pour nous par rapport à d'habitude, c'était plus tard. On a eu droit au main event à presque 1h du matin. Ouais. Mais dans l'ensemble, ouais, parce qu'à la base, ça devait se dérouler en Corée, c'est ça? C'est ça, c'était pour le Road to UFC, tournoi. Ouais, donc il y avait des combattants qui avaient pas le contrat à l'UFC et qui gagnaient le contrat s'ils avaient la victoire hier soir. Donc il y a eu quand même des beaux combats, des beaux KO. Moi à noter, j'ai Tatsuro Taira, qui a confirmé, du coup il passe à 13-0 si je dis pas de bêtises. Ouais. Impressionnant, il est fort au sol. Au début, il a failli se faire guillotiner pendant un bon moment. J'ai cru que l'autre avait la guillotine, mais il n'a pas lâché. Il est revenu. Ouais, très combatif et fort partout. Il y avait Kinoshita. Il est jeune en plus, 23 ans. Ouais, 22 ans. Ouais, c'est ça, 22 ou 23 ans. Kinoshita aussi, très jeune combattant qui avait combattu au Contender Series, dont on avait parlé la semaine dernière. Que j'étais pas trop sûr de sa victoire. Il a affronté Adam Fujit. C'est pour cette catégorie de poids, je le trouve assez lourd, Adam. Et j'ai vu, je connaissais pas trop la semaine dernière, mais j'ai vu des highlights pendant la semaine et ouais, j'avais de plus en plus peur pour Adam et mes peurs pour Yusaku, et mes peurs se sont confirmées. Ouais. Défaite au deuxième round. Premier round, à la fin du premier round par TKO. C'est ça, ouais. Et puis ensuite, la défaite de Derrick Lewis, qui s'est fait malmener. Ça a été très rapide, une soumission aussi qui est arrivée très vite et un tapage très rapide pour Derrick Lewis. Je pense qu'il a senti il faisait pas le poids et il a lâché. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. C'est un mélange de Sergey Spivak qui monte et Derrick Lewis qui descend, je pense. En tout cas, Sergey Spivak, l'ours polaire, franchement, les gars, s'il y a des poids lourds je sais qu'ils galéraient à trouver des combats, donc s'il y a des poids lourds qui veulent tenter leur chance, vous savez où le trouver. Il m'a fait délirer, t'as vu, à la post-fight, ils lui ont demandé tu veux qui? Ah non, et il dit ouais, tu me demandes ça, qui est-ce que tu veux que je te dise? Et c'était Bisping, il lui dit mais vas-y, dis un nom. Il dit John Jones, excuse-moi frérot, mais John Jones, ouais, on dirait il sait pas trop ce qu'il fait là, il est marin. mais ouais, il fait peur. Moi je le sous-estimais, et même contre Cyril Gane là, ça peut parce que niveau lutte, mais là on va voir un peu où est-ce que Cyril Hanet contre John Jones c'est un niveau lutte, mais ouais, je pense que niveau lutte ça peut poser problème à Cyril. Je pense que en fait Sergey Spivak, son striking s'améliore, hein, parce que sa défense de striking était un peu, je vais pas dire médiocre, mais moyenne. Et là ça s'améliore. Et, il a bien su contrer les coups de Derrick. Ouais. Et il sait aussi ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Ouais. Ça c'est une qualité en soi-même, tu vois. Donc même s'il n'a pas le meilleur mouvement de la tête, etc., il sait comment ne pas engager dans ce genre de choses. Donc c'est vraiment beau. De la façon dont il a amené Derrick Lewis au sol, même Curtis Blades qui est un méchant lutteur, il n'a pas réussi de la façon dont Sergey Spivak l'a fait aussi rapidement et en évitant les gros chocs du début, parce que Derrick Lewis il a voulu envoyer lourd dans les premiers coups, mais aucun problème pour Sergey. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour. Je sais pas qu'est-ce que tu as rajouté pour quoi. Non, c'était pas la carte de l'année, hein. Event, c'est sûr, c'était un peu
En tout cas, ici, on l'a vraiment senti. Pour moi, le Bellator avait pris le week-end, hein, avec Fedor, vu que Fedor, forcément, c'est une star internationale. L'heure aussi, ici, ça commençait assez tard, donc forcément. Et puis, il y avait beaucoup d'Asiatiques, c'était censé être en Corée, donc voilà, quoi. Voilà, on va passer à autre chose. Ouais, donc l'UFC 284, avec pour main event Volkanovski contre Islam Makhachev. Une cote à 1,25 pour Islam Makhachev, gros favori forcément, Khabib Nurmagomedov, tout ça on connaît. Et Volkanovski qui est à 4. Franchement, j'ai envie de tenter le underdog. Moi aussi, j'y crois. Parce que sur ce genre de combat, on sait pas du tout en fait ce qui va se passer. Enfin, forcément, on peut dire Makhachev, il est plus lourd et il y a toujours cette expérience que ces mecs là du Daghestan avec leur sambo et tout ça, ils roulent quand même sur tout le monde. On l'a vu contre Oliveira, moi j'avais beaucoup d'espoir, mais il s'est fait rouler dessus. Et puis donc Volkanovski, on sait pas, certes il est petit, mais c'est un ancien gros. Je pense que je sais pas niveau musculature et tout ça, je sais pas si ça y joue un petit peu. Il a l'air d'avoir beaucoup de force, beaucoup de résistance. On l'avait vu contre Ortega, la façon dont il avait résisté à la soumission, c'était assez fou. Ortega qui est un très bon Jujutsuka. Et donc voilà, ouais, ça donne de gros doutes. Moi, j'ai envie de tenter Volkanovski, mais je suis très incertain. Makhachev qui fait peur quand même, qui a un bon striking. Qui roule sur les mecs de sa catégorie, donc on se dit sur un mec de la catégorie d'en dessous, ça devrait faire pareil, mais ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué. Bien évidemment, tout montre pour Makhachev qu'il soit plus dominant, plus fort physiquement, meilleure lutte sur le papier. Après, je sais pas, on voit pas trop Volkanovski se faire takedown à l'UFC. Moi, j'ai déjà vu Makhachev se faire takedown de tête, je me rappelle, par Thiago Moises, qui n'est pas le meilleur lutteur. Après, je sais que c'était en fin de combat, ils étaient tous les deux fatigués, mais quand même. Et je me rappelle l'avoir vu se faire takedown, il me semble, par Armen Tsoukairian également. Donc voilà, il s'est fait takedown. Une décision contre Armen. Ouais, il a gagné, mais il s'est fait takedown. Ouais, mais une décision. Ouais, non, c'est sûr. Il s'est fait. Il était même imposant dans le grappling. Il avait un meilleur grappling. Il avait dans la montée, etc. C'était un combat vraiment orienté sur le grappling. Donc bien sûr, tout montre vers Makhachev qui gagne probablement une décision, je dirais. Mais moi j'y crois à Volkanovski, moi je pense qu'il sait quelque chose. Honnêtement, Makhachev, il avait déjà été piqué pour les stéroïdes à l'époque, on le sait. Hein. Je pense que Volkanovski peut-être, dans ses jours de rugby, possiblement, il avait peut-être prenait le même genre de choses. En tout cas, ils ont le même genre de dos, très dense. Donc Makhachev est très dense pour 155, Volkanovski très dense pour 145. C'est compliqué, notamment que Volkanovski utilise généralement la force dans ses combats. Sa force physique joue beaucoup et sa force physique est vraiment impressionnante comparée aux autres featherweight. Et Makhachev, force physique, est vraiment impressionnante aux autres lightweight. Donc forcément, Makhachev va être plus fort, je pense. Mais niveau stratégie, Volkanovski est un grand stratège. Hein. À chaque fois, il arrive prêt, il sait ce qu'il fait et il perd pas de temps. Il fait rien d'inutile. Et on a déjà vu Makhachev perdre un peu de temps, jouer un peu au con, faire quelques erreurs, notamment contre Thiago Moises. On l'a pas vu récemment faire ça, mais 3 ou 4 combats avant il le faisait, donc on verra. Franchement, moi je prends Volkanovski, j'ai envie de dire Volkanovski par décision, qui impressionne tout le monde avec une lutte qui je pense est vraiment sous-estimée en fait. Et peut-être qu'il va perdre une décision et que vous me direz que je suis fou dans les commentaires, mais moi j'ai envie de le tenter les gars. Je vous dis pas de parier dessus, mais moi je vais parier dessus. Voilà. Ouais, moi je te suis. C'est vrai que si c'est pas la décision, je vois pas comment il peut gagner. Donc il va pas le soumettre. Peut-être le KO, on sait jamais si ça part en guerre, mais ouais, je pense que s'il doit gagner aussi, c'est un combat qui va aller au 5 rounds, j'imagine. Et qui que ce soit le gagnant, ça. Ouais, je pense que ça va être. Je pense aussi. Ouais. À moins qu'il y ait une connerie, une docteur stoppage, une coupure ou quelque chose comme ça. En Australie, tu sais, c'est possible. Ouais. Mais ouais. Ouais, rappelons que c'est chez Volkanovski, après, ouais, c'est pas comme au foot, ça veut pas forcément dire grand chose. Pour les combattants, on voit beaucoup de combattants qui se font KO chez eux.
Ouais. Mais ouais, je crois on peut descendre un petit peu sur le co-main event. Donc on a Yair Rodriguez contre Josh Emmett. Yair Rodriguez qui est favori à 1,61 et Josh Emmett pardon à 2,37. Ouais, je comprends les bookmakers sur celui-là, mais quand même Josh Emmett à ne pas sous-estimer, qui gagne souvent par décision. Il a gagné la dernière fois contre Qatar, une split un petit peu discutable. Moi, je l'avais pas gagné moi sur celui-là. Ouais. Yair Rodriguez qui avait gagné contre... c'est pareil, il vient d'une victoire, semi-victoire contre Ortega qui s'était blessé à l'épaule. Bon, en vrai, il lui a pété l'épaule, on peut dire. C'est ça, ouais. C'était une tentative de soumission qui a cassé son épaule. Pour moi, ça aurait pu être même une soumission, mais... Donc ouais, en vrai, ouais, il a gagné. Qu'est-ce que... J'ai une préférence pour Yair Rodriguez, je dirais, à la décision. Mais je suis pas sûr. Compliqué. Josh Emmett, c'est une brique. Le mec, c'est une brique. Il peut prendre des leg kicks toute la journée s'il faut. Il peut prendre des leg kicks il peut prendre des coups de pied dans la tête, sur la tête, quand la Yoel Romero les manger et pas tomber. C'est un robot, le mec. Ça va être compliqué. Yair Rodriguez, je pense qu'il est un peu plus fragile. Je pense qu'il a des bien meilleures capacités de striking. Il est beaucoup plus évasif, plus créatif. Il n'a pas autant de pouvoir que Josh Emmett. Je suis pas fan de Josh Emmett. J'aime pas trop ce qu'il propose artistiquement parlant, mais je suis obligé de le reconnaître. Ça va être un combat dur, mine de rien. Et je vois une décision de Josh Emmett. Après, c'est un 5 rounds. On sait que Yair Rodriguez, auparavant, a montré des déficients de cardio, mais contre Max Holloway, même s'il perdait, il était quand même chaud, même jusqu'au 5e. Hein. Donc ouais, on verra. J'ai pas vu grand chose contre Brian Ortega. Il gagnait contre Brian Ortega, mais Brian Ortega perd le premier round dans quasiment tous ses combats. Il faut quand même se rappeler de ça. C'est vrai. Donc à part contre Korean Zombie, donc il s'améliorait bien sûr. Donc c'était peut-être une version vraiment améliorée de Brian Ortega et peut-être qu'il a vraiment. Donc voilà, c'est dur à dire. Pour moi, Yair Rodriguez n'est pas vraiment assez actif. Je comprends pas vraiment pourquoi ce titre intérimaire lui est donné. Je comprends peut-être pour Josh Emmett, même si je n'adhère pas avec la victoire contre Calvin Keta. Mais ouais, pour Yair Rodriguez, il a juste une victoire contre Brian Ortega par Dr Stoppage et il prend la ceinture. Après, je sais qu'il y a un détition, mais limite autant donner à un mec comme Ilia Topuria. Et Ilia Topuria et Yair Rodriguez et le gagnant de ça contre Josh Emmett. Quelque chose comme ça, j'ai pas compris la décision. Mais pourquoi pas, le combat est magnifique. Hein. Je me plains pas du combat, je me plains juste, je comprends pas le choix pour le titre intérimaire. Parce que quand tu regardes un mec comme Alex Volkanovski qui a dû battre Chad Mendes, José Aldo, il a dû battre des gros noms d'affilée avant d'avoir un title shot, ça lui a pris au moins, il me semble, 8 combats. Donc pour Josh Emmett qui fait victoire, défaite, excuse-moi. Donc pour Yair Rodriguez qui fait victoire, défaite et d'avoir un titre, j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais pourquoi pas, le combat est top. Mais moi je prends Josh Emmett par décision. Ouais. Ou même peut-être peut-être Josh Emmett par late TKO ou Dr Stoppage, parce qu'on a déjà vu Yair un peu fragile sur la fin auparavant. Donc je n'écarte pas cette possibilité. Ok. Donc on descend dans la carte, Randy Brown contre Jack de la Maddalena, pardon. Randy Brown à 3,50 et Jake à 1,30. Jake qui est à la maison, qui est un champion de boxe, qui a 3 victoires d'affilée depuis son entrée à l'UFC. Il avait gagné contre Ange Loussa au Contenders, le Suisse. Contre un Randy Brown qui lui est sur 4 victoires d'affilée à l'UFC. Donc on des Francisco Trinaldo, des Kairos Williams, donc pas des petits noms quand même. Non, c'est sûr. De la catégorie. Je kiffe de ouf Jake de la Maddalena. Il est bon. Sur son dernier combat, il a prouvé qu'il résistait au sol et tout, qu'il avait un bon sol, avec forcément un striking de ouf. Donc je l'ai en préférence aussi, mais quand même Randy Brown à 3,50 pour un parieur, ça se laisse tenter, non? Ça se laisse tenter niveau pari, mais niveau quand je regarde striking, Jack de la Maddalena il frappe très fort, il est vraiment précis, il a une pression qui est pas inégalable mais rare, la pression qu'il met franchement dans cette catégorie.
contre un Randy Brown qui fait beaucoup de mouvements de la tête, qui fait beaucoup de danse, et les punchs à chaque fois, tout, tu vois, ça passe à pas beaucoup. Et malheureusement, je pense que cette fois-ci, ça va passer. Je pense que cette fois-ci, ça va cogner, et je pense que Randy Brown tombe au deuxième round ou fin du premier round par KO. Ouais. Il y a une belle différence de taille quand même, Jack, qui est petit pour cette catégorie. Non, c'est sûr, ouais. Mais bon, après, ouais, pour un boxeur, la gestion de la distance, ça devrait pas être un problème pour lui. Mais ouais, je dirais un Jack tu crois un Jack par KO? Bah, Jack par KO, propre bête. Là-dessus. Ouais. Ouais. On descend ensuite Justin Tafa contre Parker Porter. Un combat poids lourd. Parker Porter, ouais, c'est pas le plus excitant, le combattant le plus excitant à regarder. Justin Tafa non plus. Parker Porter, ouais, qui avait gagné contre Alain Bordeaux. On le connaît, ouais, pour cette victoire. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, toi? Moi, je pense que Parker Porter est un peu plus technique. Il a de la bonne boxe, belle défense de lutte. On l'a vu se faire un peu ramasser de temps à autre, mais c'était contre Jelton Almeida, tu vois, des mecs vraiment... Ils lui font pas de cadeau à ce Parker Porter, mais techniquement, il est bon. Hein. Techniquement, il est bon. Il est bien meilleur que Justin Tafa. Justin Tafa, qui était le premier poids lourd à manquer la pesée en poids lourd de l'histoire de l'UFC. Justin Tafa, qui pour moi, cardio un peu questionnable, technique un peu questionnable par moment, contre Parker Porter, il a des belles mains. Et il a gagné les Golden Gloves également, en amateur en boxe. Ah ouais. Je prends Parker Porter par décision dans un combat qui va pas être trop excitant. Ouais. Celui d'après, par contre, Jimmy Crute contre Alonzo Menifield, là, ça va taper sec. Jimmy Crute qui a besoin d'une victoire. Il avait perdu contre Jamal Hill la dernière fois. C'était ça, mais ça le KO. Ça faisait un moment d'ailleurs, depuis avril de 2021. Ah, contre Anthony Smith, ouais, parce qu'il s'est cassé quelque chose dans le genou. Ouais. Il a dû prendre beaucoup de temps. Menifield, ouais, qui lui a gagné contre Cirkunov. C'était un gros KO aussi, il me semble. Ah ouais, contre Misha Cirkunov. Ouais, il a sorti de l'UFC. J'ai peur que Jimmy Crute, il ait le même destin. Pour moi, pour battre Alonzo Menifield, il faudra avoir un bon jab. Il faudrait vraiment contrôler la distance et envoyer des droits, pas de crochets. Et je pense que Jimmy Crute, malheureusement, il va envoyer des crochets, il va essayer de lutter au mauvais moment, parce qu'il fait ça parfois, il est un peu en mode panic wrestling. Et je pense malheureusement que Alonzo Menifield, là, c'est son temps, c'est son heure. Et j'adore Jimmy Crute, j'aurais bien aimé qu'il lui donne quelqu'un d'autre, parce que niveau ranking, c'est pas ouf. C'est un gros risque pour pas non plus grand chose, parce que Jimmy Crute avait un gros nom quand même en montant avant ses quelques défaites. C'était un prospect, les gens le voyaient comme peut-être un futur challenger, et il peut toujours l'être, bien sûr, il est très jeune. Mais je pense que pas ce soir-là. Je pense que Alonzo Menifield, malheureusement, risque de trouver son menton, et assez rapidement, je pense. Ouais, on descend ensuite, il y a Tyson Pedro contre Modestas Bukauskas. Bon combat ça aussi, Tyson Pedro j'aime bien, mais là ça va être chaud contre Bukauskas. Modesto Bukauskas qui s'était fait sortir de l'UFC suite à une blessure par TKO. Il avait une victoire, 3 défaites d'affilée, la 3e défaite il s'est fait casser quelque chose dans le genou, il a dû prendre un long temps c'était par... comment il s'appelle? Je m'entraînais avec son frère. Roundtree. Khalil Roundtree, exactement. C'était par Khalil Roundtree. Donc voilà, un gros temps off sans combattre. Ensuite 2 victoires au Cage Warrior. Et là il revient à l'UFC. Il a fait ses preuves. Il lui donne Tyson Pedro. Tyson Pedro qui est sur 2 KO. Harry Hunsucker et également Ike Villanueva, qui sont tous les deux sortis de l'UFC. Donc c'était un peu des combats pour leur reconstruire sa carrière, parce qu'il a un gros nom, les gens l'adorent. Il est vraiment connu de là d'où il vient. Donc ça a fait son travail, il a eu 2 KO d'affilée, et il les a fait rapidement. Franchement, il a montré qu'il était au-dessus. Donc ça, bravo à lui. Là, Modesto, c'est compliqué. Hein. Modesto, il a beaucoup d'expérience contre des mecs vraiment chauds. Et même avant qu'il soit à l'UFC, au Cage Warrior, il a pris que des gros clients. Je pense que malheureusement, il risque d'éteindre Tyson Pedro ce soir-là. Ouais. Je pense qu'il y aura beaucoup d'Australiens qui vont perdre. Ah ouais, ça arrive souvent hein, chez eux, ils se plantent. Ensuite, on a Josh Culibao contre Melsik Bagdasaryan. Les deux qui ont des beaux records, 10-1 et contre 7-1. Donc forcément, ça va être un beau combat aussi. Ouais, ça c'est un 50-50. Hein. Ouais. Il y a Blake Builder aussi qui combat, je crois que c'est le 2e combat de la soirée. J'avais assisté à son combat au Contenders contre le Canadien, je me souviens plus son nom. Mais ouais, il avait gagné
une soumission au premier round. Ouais. Il était solide en plus, le Canadien. Ouais. Là, il revient, donc il arrive à l'UFC contre Shane Young. Ça va être un beau combat aussi. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai tourné avec lui il y a 3 semaines. Donc, 3 semaines. J'ai tourné avec lui. Franchement, il est bon. Il est fort physiquement. Très grosse lutte. Il a un striking un peu comme moi où c'est pas le plus beau, mais c'est efficace, tu vois. C'est efficace, ça touche, ça fait mal. Il est précis, il perd pas de temps. Il avait la ceinture du CFCC. Donc il y a une grosse promotion ici, une grosse promotion régionale. Il était, il me semble, 3-0 en amateur, 7-0 maintenant en pro. C'est un problème et je pense que Shane Young, il risque de se faire soumettre, malheureusement pour lui. Ce qui fera sa 3e défaite à l'UFC, il me semble. Donc ça va être compliqué. On sait ce qu'ils font là, hein. C'est la dernière chance pour Shane Young et une grosse chance pour d'arriver pour Blake Bilder, quoi, de montrer de ce qu'il est capable. Donc ça va être un beau combat. Moi je prendrais Blake Bilder par soumission en tout cas. Ok. Ouais. En tout cas, un bel événement. Si on regarde toute la carte, c'est en Australie, donc beaucoup d'Australiens forcément. Ouais, moi j'ai très impatient de voir ce main event. Ouais, le main Volkanovski contre Islam Makhachev. Et puis une belle soirée en perspective. Le main et le co-main, franchement, je suis prêt à payer juste pour voir ces 2 combats. Les prélims sont un peu faibles. Justin Tafa contre Parker Porter en opener, on aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais bon, pourquoi pas, il vient de là-bas, la foule va arriver bien en temps et en heure, etc. Donc c'est bien. Mais ouais, juste pour le main event, c'est de ouf. Je sais qu'ils se plaignaient qu'il n'y a pas assez de promotion. Mais j'ai envie de dire, ils ont Instagram, les combattants, tu vois. Donc c'est juste qu'il n'y a pas trop d'intérêt, on sait pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt sur cette carte. Ça fait longtemps que j'attends ce combat. Dès qu'ils l'ont annoncé il y a quelques mois, franchement, j'étais déjà super excité. Ouais. Maintenant, qu'il n'y ait pas trop de hype autour de cette carte, c'est vrai, mais moi, je suis vraiment impatient de voir le co-main et le main, en tout cas, vraiment impatient. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez, commentez, donnez-nous de la force et à la prochaine pour plus de contenu. Merci les gars.